Le Togo se prépare à un rendez-vous démocratique décisif avec les élections municipales fixées au jeudi 10 juillet 2025. Un événement qui représente une étape charnière dans le processus de décentralisation. En effet, la campagne électorale déployée du 24 juin à minuit au 8 juillet à 23h59 offrira aux candidats une fenêtre de 2 semaines pour présenter leur projet de séduire l'électorat. Pour favoriser une politique d'équité et encourager la participation des femmes, le montant du cautionnement a été fixé à 50 000 francs CFA pour chaque candidat, tandis qu'une réduction de 50% est accordée aux candidates, portant ainsi le montant à 25 000 francs CFA. Le dépôt des dossiers devra être réalisé dans les 48 heures suivant l'acceptation de la candidature par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il y a également prévu une enveloppe de 500 millions de francs CFA qui sera dédiée au financement public de la campagne électorale. Cette somme sera répartie de manière équitable, soit 65% pour tous les candidats et 35% réservés aux partis ayant récolté au moins 10% des suffrages exprimés en conformité avec le code électoral. Ces élections municipales surviennent à un moment où la consolidation de la démocratie locale est une préoccupation majeure. Elles offrent aux citoyens l'opportunité de désigner leurs représentants au niveau communal. Au Togo, les dépenses de l'État sont structurellement supérieures à ses recettes. Pour combler ce besoin de financement, l'État lève des fonds auprès des marchés financiers. Pour rembourser ces fonds, le pays emprunte chez les institutions multilatérales. À la fin de l'année 2024, il ressort que la Banque mondiale, le FMI et la BOAD sont les principaux créanciers multilatéraux du Togo. Les institutions multilatérales concentrent à elles seules 63% de l'encours extérieur. En effet, si la dette multilatérale s'élève à 1227 milliards de francs CFA, celle cumulée auprès du FMI, de la Banque mondiale et de la BOAD représente 483 milliards de francs CFA, soit près de 43% du total. Dans le classement, le FMI est en tête avec 251 milliards de francs CFA. Par ailleurs, 3 catégories de créanciers se démarquent pour le Togo: les multilatéraux, les bilatéraux et les prêteurs commerciaux. Si la Banque mondiale, le FMI et la BOAD sont classés dans la catégorie des multilatéraux, la Banque islamique, la BAD, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, entre autres, qui font partie de cette même catégorie, affichent des encours plus modestes. Redi Stadigo renforce son ancrage au Togo et ouvre de nouvelles perspectives académiques pour les étudiants togolais. Désormais, la Belgique rejoint la liste des destinations accessibles via la structure grâce à de nouveaux partenariats noués avec les autorités belges. Un choix motivé par les besoins des jeunes et les réalités du terrain. Après les expériences réussies vers la France, le Canada et autres pays, nous avons contacté les autorités belges pour pouvoir proposer nos services qui sont de qualité. Et dans les échanges avec des partenaires, on s'est rendu compte aussi que c'est très compliqué pour pouvoir, par exemple, anticiper les paiements des acomptes dans les universités, mobiliser aussi les fonds. L'État belge demande à ce que vous disposiez de 10 020 € par an, soit 835 € pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc c'est vraiment important. Et comme j'aime le dire, un projet d'études ne peut pas s'improviser. Il faut l'anticiper. Et donc, du coup, si vous avez à cœur cette destination qu'est la Belgique, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes. Présente dans 16 pays dans le monde et active au Togo depuis plus de 5 ans, Redi Stadigo s'impose comme un acteur clé dans l'accompagnement des étudiants dans leurs projets d'études à l'étranger. La structure propose une gamme de services allant de la véhiculation bancaire, l'offre et la recherche de logements, aux produits d'assurance et de billetterie, un suivi tout au long des études et un incubateur de projets. Des services valables aussi pour cette nouvelle destination. Concrètement, RSG va vous mettre en contact avec les écoles partenaires et une fois que vous avez eu votre admission auprès d'une université ou d'une école partenaire, RSG va vous accompagner dans ce qu'on appelle la procédure consulaire. Par exemple, l'AVI, l'attestation de virement irrévocable. Et puisque RSG est agréé par l'Office des étrangers belges, vous allez pouvoir justifier vos ressources par l'AVI délivré par RSG. Si vous avez besoin de logement, là aussi, RSG va vous accompagner
pour trouver le logement en Belgique. Et comme vous le savez déjà, RSG, au-delà d'être courtier en opération de banque et services de paiement, est aussi courtier en assurance et réassurance, ce qui nous permet de proposer des assurances de voyage qui intègrent la santé pour faciliter l'arrivée, l'intégration de nos étudiants en Belgique. Avec cette ouverture vers la Belgique, Ready Study Go confirme son engagement à élargir les perspectives éducatives des jeunes Togolais. Une ambition, rendre l'international accessible. Le port autonome de Lomé a dévoilé mercredi ses performances au cours de l'année 2024. Globalement, les activités de manutention ont connu une légère hausse de 1,85% par rapport à l'année 2023. Au cours de l'année 2024, le port autonome de Lomé a enregistré une diminution des importations de l'ordre de 3,77%. Les exportations ont aussi connu une régression notable de 19,92%. C'est seulement sur les transbordements que le port est arrivé à réaliser une hausse de 7,11%. En 2023, plus de 18 millions de tonnes de marchandises ont été transbordées. En 2024, le transbordement a dépassé les 20 millions de tonnes de marchandises. En ce qui concerne les dessertes maritimes, le port de Lomé a accueilli plus de 1500 navires en 2024, consacrant cependant une légère baisse. Tout compte fait, le port autonome de Lomé a manutentionné 30,6 millions de tonnes de marchandises en 2024. Le port de Lomé figure parmi les 100 grands ports du monde selon Lloyd's List. Au cours de ces dernières années, le port de Lomé est fortement concurrencé par le port de Tema au Ghana. Conscient de la réalité de la concurrence, des réformes ont été engagées sur le processus d'enlèvement. D'autres réformes sont aussi en cours pour rendre le port de Lomé plus performant. Au Togo, entre 150 et 300 femmes font face à une réalité dévastatrice, la fistule obstétricale. Estimée à une prévalence de 1%, cette affection causée par des complications lors de l'accouchement reste largement méconnue et sous-estimée. En effet, elle se manifeste par une ouverture anormale entre le vagin et la vessie ou le rectum, entraînant des fuites involontaires d'urine et de matière fécale. Les raisons de cette tragédie touchent souvent à un cycle de négligence sanitaire, de malnutrition et d'absence de soins obstétricaux appropriés. Les données révélées par l'Organisation mondiale de la santé sont alarmantes. Chaque année, entre 50 000 et 100 000 femmes à l'échelle mondiale souffrent de cette affection et plus de 2 millions de femmes vivent avec une fistule obstétricale non traitée, particulièrement en Asie et en Afrique subsaharienne. Les conséquences de cette blessure sont dévastatrices. Au-delà des défis physiques avec des infections chroniques et des troubles rénaux potentiellement mortels si non soignés, les femmes victimes de fistules sont souvent confrontées à des stigmates psychologiques et sociaux. L'incontinence persistante, accompagnée de mauvaises odeurs, entraîne une marginalisation, un isolement et parfois même l'abandon par leur conjoint. Et parfois ces femmes se retrouvent exclues non seulement de leur famille, mais aussi de toute vie sociale. Par ailleurs, l'accès aux soins pour cette blessure demeure un obstacle majeur. Les interventions chirurgicales nécessaires pour réparer ces blessures sont souvent hors de portée financière pour la majorité des femmes touchées, qui manquent également d'informations cruciales sur les solutions possibles. Des campagnes de sensibilisation et des efforts pour améliorer l'accès aux soins sont donc essentiels pour changer cette réalité tragique. Environ 450 000 personnes qui étaient déjà confrontées à la famine et à des niveaux de violence terribles ont été forcées de fuir les camps d'El Facher et de Zamzam au cours des dernières semaines. Parmi eux, 300 000 personnes se sont réfugiées à Tawila au cours de la semaine dernière. Le Programme alimentaire mondial au Soudan est parvenu à intensifier son aide et à envoyer ses premiers convois dans la ville après 2 ans de guerre. Nous envoyons nos enfants courir après les camions qui distribuent de la nourriture, juste pour avoir quelque chose à manger. Nous n'avons même pas accès à de l'eau propre ou à du matériel de couchage de base, comme des nattes ou des matelas. Ils ont volé nos 7 ânes. Nous sommes dans une situation désespérée, surtout les enfants.
La saison des pluies qui approche peut rendre les convois comme celui-ci en provenance du Tchad extrêmement difficiles car les routes deviennent impraticables. Le PAM a mobilisé de l'aide pour atteindre les populations dans différentes parties du Darfour et de l'État du Nord. La saison des pluies arrive à grands pas et nous sommes engagés dans une course contre la montre pour prépositionner de la nourriture dans les zones qui seront coupées du monde lorsque les pluies arriveront. Pendant les pluies de l'année dernière, nous avons constaté une forte augmentation de la faim et des épidémies. Pour l'instant, nous venons en aide à 4 millions de personnes, mais nous devons augmenter cette aide pour atteindre au moins 7 millions de personnes dans les mois à venir. Pour ce faire, nous avons besoin d'un financement plus important, sinon nous réduirons notre aide au moment même où nous devons l'intensifier. L'Agence du Programme alimentaire mondial pourrait être confrontée à des ruptures d'approvisionnement dans les mois à venir, ce qui pourrait entraîner une réduction de l'aide à moins qu'un financement urgent ne soit reçu. En visite officielle dans l'État du sud-ouest de la Somalie, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, James Swan, a salué les opérations menées par l'armée et les forces de sécurité de Bedoua pour opposer le groupe terroriste Al-Shabaab. Le président Abdiaziz Hassan Mohamed s'est félicité de l'intérêt onusien pour sa région. C'était une réunion importante et je souhaite la bienvenue au représentant spécial du secrétaire général et à sa délégation. Nous avons discuté de questions politiques, humanitaires et sécuritaires et en particulier du renforcement de la guerre contre Al-Shabaab et de la manière de coordonner et d'améliorer la sécurité dans notre pays. Sur le volet humanitaire, James Swan a fait part de sa vive inquiétude face à la situation critique dans la région, aggravée par l'incertitude entourant le financement de l'aide humanitaire. J'ai réitéré la position des partenaires internationaux de la Somalie. Nous saluons l'initiative annoncée par le président Hassan Sheikh Mahmoud dans son message lors de l'Aïd al-Fitr d'organiser une plateforme qui rassemble l'ensemble des voix somaliennes pour faire avancer les priorités du pays en matière de construction de l'État et répondre efficacement à la menace Al-Shabaab. Cette visite s'inscrit dans une série de consultations menées par James Swan avec les entités fédérales somaliennes. Le 29 avril dernier, il s'était déjà rendu à Dousamareb. Le conclave pour élire le successeur du pape François s'ouvre dans quelques jours. Mais cette fois, un fait inhabituel attire l'attention à Rome. Aucun des deux plus anciens tailleurs ecclésiastiques n'a reçu de commande officielle du Vatican pour les soutanes du futur pape. La raison pour laquelle nous n'avons pas encore fabriqué la soutane du nouveau pape est une chose sur laquelle je ne pourrais spéculer, car ça ne dépend pas de nous, évidemment. Nous sommes heureux de faire ce qu'on nous a demandé et nous sommes disponibles, mais nous nous arrêtons là. Évidemment, nous sommes un peu désolés, car dans la tristesse causée par le décès du Saint-Père, nous aurions encore eu la belle affaire de devoir faire le trousseau du nouveau pape, mais pas cette fois-ci. Chez Gamarelli, tailleur pontifical depuis 1798, c'est une première depuis 46 ans. La dernière fois, c'était lors de la disparition soudaine de Jean-Paul Ier. Habituellement, pour l'élection du nouveau pape, nous fournissons une soutane blanche, une mozzetta rouge portée sur les épaules, que le pape François n'a jamais voulu porter, la ceinture portée autour de la taille, puis aussi le suggetto porté sur la tête. Ce sont tous des éléments essentiels. Tous ces éléments sont réellement essentiels. Certains y voient un hommage à la sobriété de François et à son appel à la durabilité, mais d'autres tailleurs comme Ranieri Mancileni prévoient quand même 3 tenues blanches. Il se targue d'avoir présidé les 100 jours les plus réussis de l'histoire américaine. Face à une foule de partisans galvanisés dans le Michigan, Donald Trump a vanté le bilan de ses premiers mois à la Maison-Blanche, promettant un nouvel âge d'or économique. After 100 days back in the White House, America is a free, proud, and sovereign nation once more, and our magnificent destiny is closer than ever before.
Dans un contexte de tensions commerciales croissantes, Donald Trump a défendu avec vigueur sa politique protectionniste. Le président américain a justifié l'instauration récente des taxes douanières comme un moyen nécessaire pour préserver les intérêts économiques américains. Pointant des progrès en matière de sécurité nationale, Donald Trump a également revendiqué ses mesures d'expulsion d'immigrés en situation irrégulière et a annoncé vouloir déployer l'armée pour faire face à ce qu'il a qualifié d'invasion massive aux frontières américaines. Malgré cette satisfaction affichée, de récents sondages révèlent une nette dégradation de sa popularité, avec seulement 40% d'opinion lui étant favorable aux États-Unis. Devant le bâtiment dans lequel Donald Trump donnait son meeting, près d'1 millier de ses opposants se sont rassemblés afin d'appeler à sa démission. Au moins 2 personnes ont été tuées et 15 blessées dans une attaque russe sur Odessa, dans le sud de l'Ukraine, durant la nuit de mercredi à jeudi. Selon les autorités locales, la frappe a endommagé plusieurs immeubles d'habitation, un établissement scolaire, des magasins et de nombreux véhicules. La Russie a lancé 5 missiles balistiques Iskander-M et 170 drones pendant la nuit, selon l'armée ukrainienne, qui affirme avoir abattu 74 drones Shahed. Les régions ukrainiennes de Kharkiv, Soumy, Donetsk et Kiev ont également été touchées. Mais aucune victime n'y a été signalée. Par ailleurs, le journal Kyiv Post rapporte que le président américain Donald Trump aurait approuvé une vente d'armes à l'Ukraine d'un montant de 50 millions de dollars, alors que toutes les livraisons militaires précédentes avaient été effectuées à titre d'aide de la part des États-Unis. Cette annonce intervient alors que Kiev et Washington ont signé mercredi un accord de partage des ressources naturelles ukrainiennes.